vous avez vu que dans la carte des terres rares prospectives se trouvaient également des zones peu habitées, peu denses, qui sont les pôles. Il faut donc que nous allions voir du côté des ressources polaires s'il n'y a pas quelque chose à voir qui porterait sur des transformations de rapports de force. Mykoméred a ce double avantage, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, d'abord parce qu'il est une sorte de parrain occulte des rencontres géopolitiques de Saint-Michel. Il était là aux premières rencontres, aux secondes rencontres, aux troisième rencontres aujourd'hui, si tu es disponible l'année prochaine. Et Mykoméred a aussi cette double compétence qui est celle des sciences politiques, puisqu'il enseigne à l'ILERI, l'Institut privé de sciences politiques, et dans une école de commerce, Neoma Business School, où à chaque fois, il pose la question de la manière dont nous agissons et dont les acteurs agissent dans les territoires polaires et dans les territoires ultramarins. Il a notamment fondé un master autour de ces sujets avec des acteurs étudiants et avec des acteurs politiques et économiques. Je te laisse. Salut. Est-ce qu'il y en a un qui peut me lire ce qu'il y a sur ce slide de présentation? Vous êtes chaud? Vous voulez faire du sale? Vous êtes Momo? Allez, je suis filmé, hein, tout ça sera sur YouTube. Hein. Donc je m'affiche un petit peu, mais le but de m'afficher là tout de suite, c'est pour vous donner envie de rentrer dans un sujet qui n'est pas facile, qui nécessite de mobiliser beaucoup de compétences, et qui, pour ceux qui sont tout au fond là-bas, va être un peu compliqué à suivre, parce que même si c'est grand tout ça, il y a pas mal de cartes avec plein de petits détails, etc. Donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. Alors, ce petit mot, je vous l'ai traduit. Je vous l'ai traduit parce que c'est le titre de ma présentation, donc si vous ne le comprenez pas, ça ne va pas le faire. Donc ça se prononce comme ceci. Ah, il n'y a personne qui veut tenter le coup. Hein. Moi non plus. Et en fait, ça veut dire ressources, tout simplement. C'est le terme en Inuktitut, donc c'est-à-dire la langue des Inuits du nord-est du Canada, pour dire ressources, tout simplement. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que c'est le thème de la journée et parce que c'est une de mes casquettes d'expertise. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un petit peu ce qui se passe en Arctique, mais aussi en Antarctique, histoire de comprendre en quoi, nous, quand on va avoir entre 60 et 50 ans en 2050, pour les 2000 qui sont ici, félicitations, et bien tout simplement, en quoi ça va être important tout ça. Et qu'est-ce que nous, on va avoir à manager, à gérer, qu'on soit dans le milieu politique, dans le milieu économique, dans le milieu académique ou dans un autre milieu en MIC. Donc, pour rester dans le MIC, l'Arctique c'est fantastique, l'Antarctique aussi, hein, évidemment. Et ce que je vous propose de regarder sur cette carte-là, ce que vous voyez, c'est pas du tout ce que vous croyez vraiment pas, c'est une mine, en réalité une mine de diamants. Une mine de diamants dans les territoires du Nord-Ouest, c'est-à-dire dans l'Arctique canadien. C'est la mine de Diavik, c'est plus facile à prononcer. Et je voulais vous la présenter parce que d'une part, elle a de la gueule, et d'autre part, parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait une mine en Arctique. Déjà, ce n'est pas forcément intuitif de se dire qu'il y a des mines, et en plus des mines, avec par exemple ce trou-là, il fait 1 km de diamètre, pour donner un ordre d'idée. Et ça, c'est une petite route qui vous permet de descendre gentiment jusqu'au bout de la mine. Bref, donc c'est assez massif, mais là je vous la montre en hiver, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble une mine en Arctique, et si je vous la montre en été, ça n'a pas du tout la même gueule. En été, ça donne ça. Donc ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un chapelet de toutes petites îles. On est donc dans le nord, au niveau de l'océan Arctique, hein, côté Canada, et vous avez donc ces deux mines, enfin cette mine avec ces deux trous qui sont là à ciel ouvert, et vous avez toute la mine là, tous les côtés opérationnels, transformation, machin, le petit aéroport qui va bien et tout, sur ce chapelet d'îles. Et pourquoi je vous montre ça? Vu du ciel, c'est encore plus impressionnant. Vous voyez un petit peu comment on a façonné, en tout cas quand on l'a voulu, l'homme est capable, quand il le veut, l'homme est capable de façonner l'Arctique déjà dès aujourd'hui pour en extraire des ressources qui l'intéressent. Donc ici, des diamants. Donc c'est bien, des diamants. Mais il n'y a pas que ça en Arctique, et c'est ce que je vais m'attacher à vous présenter en à peu près 120 slides et 40 minutes. Je vous ai dit, je vais faire du sale.
Alors, donc, on va commencer avec une première partie très simple. Mais où que c'est les pôles? Alors, première partie, c'est pour ça qu'il m'invite depuis 3 ans. Hein. Il est en train de faire non, 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 monsieur Billard, mais je peux vous assurer que c'est pour ça qu'il m'invite. Donc, mais c'est où que c'est les pôles? Alors, c'est où que c'est les pôles? C'est très simple. Donc, c'est déjà bien de comprendre où est l'Arctique et où est l'Antarctique. Je sais, c'est la base, c'est un peu compliqué, mais s'il y en a qui pensent que ça c'est le pôle Nord et ça c'est le pôle Sud, on ne va pas être copains. Et on ne va pas être copains parce qu'évidemment c'est l'inverse, d'une part, mais d'autre part, parce que les enjeux sont complètement différents et que je ne voudrais surtout pas que vous mettiez la Russie ici et les États-Unis par là. Bon, les États-Unis par là, ça ne me dérangerait pas trop parce qu'en fait, ils sont en Arctique. Mais la Russie en Antarctique, un peu compliqué. Donc, première des choses, on va se focaliser sur l'Arctique et je vais revenir à la toute fin de la conf sur l'Antarctique. L'Antarctique, il se passe moins de choses qu'en Arctique. Donc, focalisons-nous sur l'Arctique. En plus, c'est plus proche de nous. Et en plus, c'est encore plus compliqué. Donc, plus c'est compliqué, plus on aime ça. Et la première des choses, c'est de se dire qu'il n'y a pas un Arctique, mais plusieurs. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est quand on va rentrer dans le détail dans les slides suivants. Là, pour l'instant, vous avez 4 groupes de travail du Conseil de l'Arctique, qui est l'organe diplomatique de référence de la zone. Et sur ces 4 groupes de travail, comme vous le voyez, vous avez des délimitations de la zone qui sont différentes. Ce n'est pas pratique pour monter un régime commun ou des programmes communs. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il y a évidemment des facteurs disruptifs, encore plus, au fur et à mesure qu'il y a des pays qui émergent dans la zone. Alors le premier, je vous propose cette carte-là. D'après vous, ça nous vient d'où? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Australie? Mais non, c'est la Corée. Mais il a raison, c'est la Corée, exactement, bien joué. C'est la Corée du Sud. C'est une carte qui nous provient de Corée du Sud et qui vous propose une autre vision du monde, avec l'Arctique ici, et vous voyez les routes maritimes qui sont matérialisées ici en rouge des deux côtés, côté russe et côté américano-canadien ici. Vous voyez aussi l'Antarctique, ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, à travers cette carte du monde et des échanges maritimes, des grandes routes maritimes sud-coréennes, vous voyez qu'il y a aussi un intérêt polaire qui est mentionné, avec ici la base sud-coréenne en Antarctique, ici la deuxième, et ici la base sud-coréenne en Arctique. Intéressant. Il y a d'autres cartes, pour d'autres visions du monde. Là, vous voyez une carte de 2004 qui nous vient de nos amis chinois et qui nous dit tout simplement, si je veux prendre un navire, que je le prends à Shanghai et que je veux l'emmener à Rotterdam, par exemple, ou à New York, eh ben, je vais peut-être passer par l'Arctique, ça peut être intéressant. En tout cas, c'était les premières grandes cartes, on est en 2004, 4 ans pour certains, qui, donc du coup, mais il n'y a pas longtemps de fait, qui ont fait émerger cette notion de centralité de l'Arctique dans un certain nombre d'enjeux, et en particulier maritimes. Depuis, nos amis chinois ont développé un autre type de carte, un autre type de vision du monde, et en 2013, ils ont sorti cette carte qui est absolument fantastique, qui est une carte du monde verticale, comme son nom l'indique. Et la logique de cette carte verticale, développée donc par l'Institut de géodésie et de géophysique chinois, elle consiste à présenter une autre vision du monde, une vision qui est beaucoup plus en phase, d'une part, avec les projets politiques et stratégiques chinois actuels, à l'horizon 2050, enfin 2049 pour être plus précis, le centenaire de la nouvelle République populaire de Chine. Mais il y a un autre sujet qui consiste aussi à faire un petit peu cut, fruit ninja avec des concurrents. Et en particulier, évidemment, nos amis américains, avec une petite découpage de la pastèque ici, entre l'Amérique du Nord qui est là et l'Amérique du Sud qui est là, alors que pendant ce temps-là, l'Eurasie est évidemment dans le centre de la carte. Vous voyez aussi, avec cette carte verticale, que ça permet de projeter l'idée que le Pacifique, ici la côte Pacifique, est un connecteur nord-sud, pas juste un connecteur est-ouest, comme on a pu le penser, en tout cas comme on l'a sur nos cartes, nous, occidentales. Vous voyez bien que les régions polaires sont aussi intégrées dans tout ce jeu-là, avec l'Antarctique, qui n'est pas au bout de la carte en ultra-périphérie, mais qui est au cœur ici des enjeux du Sud, avec l'Australasie ici, enfin l'Océanie, et l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud. Vous voyez l'Arctique qui est au centre ici du jeu. Et puis, ça permet aussi d'aligner un concept qu'on n'a pas du tout chez nous, qui est le concept du troisième pôle. L'Arctique, number 1. Antarctique, number 2. L'Himalaya, number 3. Là, vous avez un alignement des 3 pôles, donc des 3 cœurs de glace dans le monde, des 3 grands centres d'eau douce,
des 3 grands régulateurs et climatiseurs du climat. C'est un peu un pléonasme, mais vous comprenez l'idée. Donc cette carte-là, elle est d'une importance, je ne vais pas dire historique, mais fondamentale, si aujourd'hui vous voulez voir des enjeux géopolitiques par un prisme non occidental. En tout cas, pas occidentalo-centré. Donc dans tout ça, où c'est l'Arctique? Donc l'Arctique, c'est évidemment centré sur l'océan Arctique avec le pôle Nord ici, naturellement, point de convergence de toutes les longitudes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les différents États de la zone, qui sont au nombre de 8, voient le début et la fin de leur Arctique. Là, ici, vous avez une carte qui vous montre les territoires qui sont soumis à l'accord de coopération scientifique entre les 8 États de l'Arctique. Chacun a été capable, par cet accord, de définir sa partie du territoire, de son territoire qu'il considérait comme arctique. Donc vous voyez que les Américains commencent ici, très au nord, au cercle polaire arctique, au niveau de la frontière canadienne, et puis petit à petit, ils descendent le long de la côte, puis ils récupèrent ici toutes les îles aléoutiennes. Ça, c'est la vision américaine de l'Arctique. C'est une vision qui est centrée sur le contrôle du détroit de Bering et qui est centrée sur la répartition des peuples autochtones américains en Alaska. Le Canada, lui, dit « Moi, mes territoires arctiques, c'est le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. » Petite subtilité, le Nunavut, ça va jusqu'à 80 et quelques degrés nord ici, mais ça descend là jusqu'à 51 degrés nord. Et 51 degrés nord, c'est la latitude en gros entre Berlin et Amsterdam. Donc vous voyez que c'est important. Ensuite, si on va voir les amis groenlandais, eux, ils considèrent que tout le territoire est arctique. Et la zone économique exclusive aussi. Pareil pour les Islandais, île Féroé, c'est aussi un territoire d'outre-mer danois, et on a la même logique que pour le Groenland. Très bien. Pour les Russes, je fais une petite aparté, vous voyez que ce qui est arctique, en tout cas dans le cadre de cet accord-là, est très centré sur la côte de l'océan Arctique. Mais on va y revenir plus tard, ça ne veut pas dire que l'Arctique russe s'arrête là. Enfin, dernier point, les pays scandinaves. Bon, le Danemark dit que tout son territoire est arctique, tout partout, voilà, même le territoire métropolitain, tout est arctique, parfait. En tout cas, tout est soumis à l'accord, c'est ça qui est intéressant. Les Norvégiens disent, si vous êtes en mer, ça commence à 62 degrés nord, et si vous êtes sur terre, ça commence au cercle polaire. Et ensuite, les Suédois disent 60 degrés, et les Finlandais disent tout le territoire est arctique aussi. Donc il n'y a pas du tout de consensus là-dessus. Jusque-là, on est d'accord. Je vais même encore plus complexifier la chose en vous parlant des activités extractives. Si on parle de ressources, on parle d'extraction. Je ne vais pas parler que du pétrole, du gaz ou des minerais, mais ça va être quand même le cœur de notre sujet. Et si on parle de ça, on parle de choses qui sont en fait dans la Terre. Si on parle de choses qui sont dans la Terre, il faut se dire, mais la qualité de cette Terre, elle est comment en Arctique? Qu'est-ce qui sépare la qualité de la Terre arctique de la nôtre? Très simplement, le permafrost ou le pergélisol. Vous en avez déjà entendu parler? Non? Je n'avais pas prévu de l'expliquer. Je vais être en retard. Le permafrost, tout simplement, comme son nom l'indique, permafrost, frost, gelé, perma, permanent. En gros, ce sont des terres qui sont de manière permanente, gelées de manière permanente. Des terres qui sont gelées de manière permanente. Pergélisol en français. Des sols gelés de manière permanente. Et donc, du coup, notre sujet à nous, c'est de se dire que si je vais dans la terre pour aller chercher des minerais, du pétrole, du gaz, peu importe, si je suis dans une zone où il y a du pergélisol, du permafrost, je vais avoir un type de terre arctique. Si je suis dans une zone où il n'y en a pas, je ne suis pas en Arctique. En tout cas, je n'aurai pas les mêmes contraintes, moi en tant qu'entreprise ou en tant qu'État, je ne vais pas avoir les mêmes contraintes dans une zone à permafrost, dans une zone sans. Et c'est là que les choses se complexifient, parce que comme vous le voyez sur cette carte-là, plus c'est vert, plus c'est gelé de manière permanente, à 100% en termes de densité de la Terre. Et donc du coup, là vous avez un permafrost continu au niveau du cercle polaire, très bien. Mais si on va en Russie, on descend au sud, on est bien au sud du cercle polaire, on a quand même encore du permafrost. Ici, on est en Chine, on a du permafrost. Ici, on est en Mongolie, on a du permafrost. C'est ça notre sujet. Notre sujet, c'est que si on parle d'activité extractive, on fait du pragmatique, on ne fait pas du politique. Et si on fait du pragmatique, on doit se baser sur des indicateurs clairs, physiques. Et là, on en a un qui est très clair. Une autre carte encore un peu plus large, histoire d'achever de vous convaincre s'il le fallait. Le Canada ici, ça ici c'est le 60e nord, latitude 60e nord, et ici le cercle polaire. En Russie, en Chine, en Mongolie, encore une fois, même dans un petit bout du Kazakhstan,
vous avez du permafrost. Donc, là-dessus, on est sur la base, on a brossé le portrait de l'Arctique, ça va être la base de travail pour les 20 minutes qui nous restent. Est-ce qu'on est tous d'accord? Nicolas, je te donne cette photo si tu veux. Ok. Alors, maintenant qu'on a posé ça, on va parler du plus gros sujet, ou en tout cas de celui qui fait le plus parler à part Poutine et Trump, la question des hydrocarbures. Alors, les hydrocarbures, peut-être que vous vous dites qu'on n'exploite pas déjà l'Arctique ou que c'est quelque chose de relativement nouveau. Ben, malheureusement, on exploite du pétrole ou du gaz en Arctique depuis 1922. Ça va faire presque 100 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est évidemment la magnitude de l'exploitation. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. 1922, c'était au territoire du Nord-Ouest, justement, tout à l'heure, j'en parlais, et particulièrement à côté de Norman Wells. Donc, on exploite déjà l'Arctique. Ce que vous voyez ici, c'est la plateforme de Prirazlovnoye. Prirazlovnoye, en Russie, en mer de Petchora. C'est la première plateforme offshore d'importance qui a été construite et installée dans les années 2010 en Arctique. Donc elle a fait beaucoup parler. Nos amis de chez Greenpeace, par exemple, l'ont abordé déjà 2 fois. La deuxième fois, ça s'est mal passé, ils ont fini en prison pendant plusieurs jours. Bref, c'était un peu compliqué. Mais comme je vous le disais, ça fait longtemps qu'on exploite du pétrole et du gaz en Arctique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, si on va en Alaska, on en exploite depuis les années 60-70 déjà. Là, ce que vous voyez, c'est une carte qui vous montre un petit peu où sont les champs de production, d'ores et déjà actuels, hein, pas futurs, en Alaska. Ça fait déjà pas mal. Là, ce que vous voyez, c'est des champs de gaz en Russie. Et là, encore une fois, on est sur une logique assez extensive de la notion d'Arctique, puisque on n'est pas juste ici en mer de Barents ou en mer de Kara ou sur la péninsule du Yamal, qui est véritablement arctique, au nord du cercle polaire, machin, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, on n'est pas du tout au niveau du cercle polaire, mais on est dans des zones de permafrost avec des conditions opérationnelles d'exploitation qui sont tout à fait arctiques. En gros, là, maintenant, à cette période de l'année, il fait plus froid ici, et largement, qu'en Antarctique. Bon, c'est normal, parce qu'en Antarctique, c'est l'été. Bon, il fait quand même moins 30. En Arctique, il fait moins 80. Pardon, il fait moins 70, c'est assez sympa aussi. Mais c'est compliqué à opérer dans ces régions. Donc du pétrole, en Arctique, il y en a beaucoup, il y a des pipelines, c'est relativement classique en réalité comme type de schéma. Mais ce qui est différent, c'est en effet la magnitude des enjeux. Et donc typiquement, l'avantage qu'on a en Arctique, c'est qu'on sait déjà qu'il n'y aura pas une guerre pour le pétrole. Ça, c'est le premier bon point. Pourquoi il n'y aura pas de guerre pour le pétrole? Parce que, selon les estimations, à peu près 95% des ressources d'hydrocarbures de l'Arctique sont bien distribuées dans les zones des États, c'est-à-dire soit sur leur territoire, donc en onshore, hein, c'est-à-dire sous la terre, soit dans leur zone économique exclusive, c'est-à-dire sous la mer puis sous la terre, mais en tout cas ça leur appartient. Et pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça représente, etc., là vous avez un champ typique arctique, un champ qu'on va appeler horizontal, puisqu'il va être percé à la verticale ici, jusqu'au moment où vous allez arriver au niveau du fond marin. Là, vous allez faire un petit coude à 90 degrés, et puis vous allez commencer à forer de manière horizontale pour aller choper le pétrole, ou le gaz, ce que vous voulez. Donc ça, c'est un premier type de champ en Arctique. Donc là, vous êtes sous la banquise. Hein. Bon, banquise, elle peut être là. Vous êtes sous la calotte, s'il y en a. Intéressant. Il y a d'autres types de champs encore qui se développent. Là, ce que vous voyez, c'est un FPSO. Je vous passe l'acronyme, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'à partir de ce petit bateau-là, qui n'est pas si petit que ça, qui peut faire jusqu'à 400-450 mètres de long, vous avez donc un certain nombre de tuyaux qui partent dans la mer jusqu'au fond marin. Quand vous arrivez au niveau du fond marin, ben là, vous avez une constellation de câbles, de petits pipelines, qui eux-mêmes vont aller jusqu'à des champs robotisés. Donc sur le fond marin, là on est sur le sable du fond marin avec les petits crabes et tout ça. Et là, vous allez percer et vous allez connecter le fond marin à la nappe de pétrole, de gaz, de ce que vous voulez. Et vous allez faire remonter tout ça. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà ce qu'on a en tout cas en Arctique aujourd'hui, déjà en production ou qui va rentrer en production dans les 5 prochaines années. Donc voilà ce qui se passe. Ça fait quand même beaucoup de ressources. En Arctique, on a déjà foré à peu près 15 000 puits de pétrole, de gaz, depuis un siècle. 15 000. Pas 10, pas 100, 15 000. Et on a découvert 400 champs. Alors, ils ne sont pas tous exploitables, ils ne sont pas tous rentables.
Mais il y en a toute une flopée qui le sont, qui sont déjà exploités. Et puis aujourd'hui, on trouve des champs de pétrole ou de gaz arctique qui sont tout à fait exploitables avec des prix de revient à moins de 35 €, 35 $ ou même 30 $ le baril de pétrole. Donc, ce que je vais essayer de vous dire par là, c'est que le pétrole soit cher ou que le pétrole soit peu cher, l'Arctique aujourd'hui est une zone qui peut être tout à fait rentable sans trop de difficultés. Donc ça, c'est pour les ressources en hydrocarbures. C'est déjà pas mal. Et j'essaie d'accélérer. Maintenant, je vais vous parler du minerai, à la suite de ce qu'a fait la très, très brillante présentation de Guillaume. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'Arctique est intéressant pour les industries et les industriels du minier. En 2012 et 2014, dans le sondage de l'Institut Fraser, qui est un sondage annuel au niveau de tous les décideurs du secteur minier, ils font un top 10, enfin un classement complet, exhaustif, de tous les pays du monde par rapport à leur juridiction et leur attrait pour les investissements pour le secteur minier. En gros, est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans des mines là-bas? Et ce que vous voyez, c'est que la Finlande, pays arctique s'il en est, actuel président tournant du Conseil de l'Arctique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était la destination la plus attractive pour le secteur minier selon ce sondage en 2012 et 2014, et elle reste dans le top 10 régulièrement. La Suède, autre pays arctique, deuxième en 2012, et elle reste régulièrement dans le top 10. Pareil au Canada, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest sont des top choix, top. Et puis l'Alberta, Québec, Saskatchewan, plein d'autres, très performants, super. Le problème, c'est que dans le secteur minier, il y a une petite différence avec le secteur des hydrocarbures, c'est que dans le secteur des hydrocarbures, le marché est relativement ouvert, on l'a vu avec Nicolas tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de demandes, etc. Dans le secteur minier, il y a quand même d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, et notamment les facteurs politiques. Quand vous demandez à l'Institut Fraser, qui fait cette étude chaque année, mais messieurs du minier, là, quand vous prenez votre décision d'investir 5, 10, 15 milliards de dollars sur un projet pendant 20, 30, 50 ans, qu'est-ce qui importe pour votre décision? Est-ce que c'est juste la ressource qu'il y a sous terre ou est-ce qu'il y a autre chose? Et ils vous disent ça. Les gens du minier vous disent il y a 60% de la décision qui repose sur le potentiel brut lui-même, là où dans les hydrocarbures ça peut être plus, et 40% sur des facteurs politiques. Et par facteurs politiques, on entend des enjeux de législation, on entend des enjeux de fiscalité, des enjeux de qualité des infrastructures locales, et c'est ça qui fait la différence entre un État ou un autre. Et dans ce jeu-là, l'Arctique, finalement, les régulations sont complexes, la fiscalité n'est pas forcément toujours attractive, et la qualité des infrastructures, surtout, est relativement mauvaise. Donc, du coup, vous voyez souvent dans le sondage de l'Institut Fraser chaque année des États arctiques qui sont là, ou des provinces arctiques qui sont là, mais pour autant, tout le monde n'est pas attractif, et je vais vous montrer un exemple avec le Groenland, dont on parlait tout à l'heure. Le Groenland, c'est un pays qui est grand comme 4 fois la France, un peu plus, sur lequel il n'y a que 55 800 habitants, c'est même pas la ville de Lorient. Donc, autant vous dire que c'est un petit peu compliqué d'administrer un territoire aussi grand. D'autant plus que le Groenland, c'est quoi? C'est une gigantesque calotte glaciaire, 97% du pays, pour à peine 3% de terres émergées sans glace. C'est intéressant. Ça concentre les choses. Alors, quand vous demandez au gouvernement groenlandais pourquoi ils sont aussi intéressés par le secteur minier, ils vous disent parce que des ressources, on en a plein. Et de fait, ils en ont plein. Regardez dans cette carte, là, ce qui est en blanc, c'est la calotte glaciaire. La calotte glaciaire, elle peut faire jusqu'à plus de 1000, voire 2000 mètres d'épaisseur. Donc, avant de savoir ce qu'il y a sous ces 1000, 2000 mètres d'épaisseur de glace, avant de savoir ce qu'il y a en dessous comme ressources minérales, pétrole, gaz, minerais, machin, on n'y est pas. Donc, c'est pour ça qu'au milieu, c'est blanc. Mais sur les autres terres qui ne sont pas blanches, il y a à peu près des trucs partout. Du cuivre, du pétrole, du zinc, etc., etc. Et surtout, des terres rares, de l'uranium. Des choses très intéressantes, très stratégiques. Et en plus, comme je vous disais, on ne sait pas tout. Et pourquoi on ne sait pas tout? Pas parce qu'il y a des complotistes de l'espace au Groenland. Non, non, non. C'est parce que tout simplement, peut-être qu'il y a encore des trucs en plus sous cette glace, et normalement, il devrait y avoir des trucs en plus. Donc, le Groenland est potentiellement très, 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 très riche. Et nos secondes, ici, à Saint-Michel de Picpus, le savent très bien, puisqu'ils font un concours d'éloquence sur l'Arctique, et pas vous. On vous incite à vous rapprocher d'eux si vous voulez en savoir plus. Donc, une mine, c'est quoi? Je vous ai montré tout à l'heure le pétrole, une zone d'hydrocarbures, comment ça marche. Là, une mine, ça marche comment? Vous prenez une terre, là. Je vais faire simple, c'est un cas simple. La montagne, là-bas, derrière les nuages, c'est une mine.
Il y a plein de ressources, des terres rares, de l'uranium, du zinc, etc. Super cool, on y va. Donc en gros, je vais défoncer la mine là-bas, je vais défoncer la montagne, je vais extraire énormément, comme Guillaume vous l'a dit, de roches, et après je vais faire de la séparation. Et la séparation, je peux la faire au niveau du terminal d'export, qui est pas très loin. Là, vous avez donc soit un pipeline, soit un petit train, bref, pour acheminer les ressources d'ici à ici. Et là, vous allez avoir des bateaux qui vont arriver et qui vont prendre la marchandise, qui vont l'exporter. Jusque-là, génial. Mais ça peut se corser parce que les enjeux stratégiques ne se situent pas qu'au niveau des ressources qui peuvent être dans cette mine ou de toutes les ressources minérales qu'il peut y avoir dans un pays, mais évidemment aussi au niveau de la façon dont vous gérez cette deuxième partie, qui est la partie donc raffinage, acheminement, export, etc. Typiquement, prenons un cas simple, Groenland, Corée du Sud. Deux États que tout oppose, qui n'ont rien à voir, et pourtant qui ont beaucoup de business à faire. Parce que les Coréens du Sud, eux, leur délire, enfin en tout cas en 2015, leur délire, c'était de tripler la part du nucléaire dans leur mix énergétique, en 20 ans. Gros investissement. Donc du coup, il fallait de l'uranium. Et les Sud-Coréens, pas fous, ils ne vont pas aller comme les Français au Niger ou je ne sais pas où se mettre entre les mains de terroristes potentiels. Le Kazakhstan, ça ne les branche pas trop. L'Australie, c'est déjà surexploité. Bon bref, il va falloir aller voir d'autres ressources. Et c'est là que le Groenland arrive avec un potentiel incroyable. Et donc les Sud-Coréens disent super, on va aller voir les Groenlandais. Génial. Et 2 ans plus tard, changement de bord politique, la nouvelle présidente arrive et dit le nouveau président arrive et dit moi je veux abandonner cette idée de l'uranium, je passe aux énergies renouvelables. Et donc comme vous l'avez vu avec Guillaume, qui dit énergie renouvelable dit besoin de terres rares. Et là du coup les Groenlandais disent ok, vous voulez plus l'uranium, pas grave, on a des terres rares, pas de problème. Et c'est ça le sujet, c'est que là les Coréens du Sud ils sont intéressés par le Groenland, mais qu'il y a des gens qui leur sont passés devant. Parce qu'en 2013, le Groenland était dans le top 10 de l'Institut Fraser, très attractif. Et même s'il est tombé à 41e place en 2014, pour des raisons très simples, mauvaise infrastructure, législation pas stable, problèmes politiques locaux, etc., bref, il n'empêche que les Groenlandais ont continué leur lobbying intensif avec des clusters, avec des associations d'entreprises, avec des événements à l'étranger, etc. Et que du coup, ils ont réussi à séduire des gens, et notamment nos amis chinois, pour ne parler que d'eux. Chinois qui ont donc proposé au Groenland dès 2012 de faire un cartel des pays producteurs de terres rares, ou en tout cas de faire en sorte que le Groenland en tant qu'entité rejoigne l'association que la Chine venait de créer de producteurs de terres rares. Les Groenlandais n'ont pas su dire non, ils n'ont pas dit oui non plus, et du coup, il y en a qui en ont profité. Puisque donc, si Deng Xiaoping, grand paramount leader du Parti communiste chinois en 92, disait « le Moyen-Orient a du pétrole et la Chine a des terres rares, on va tous vous avoir », j'exagère bien sûr, il n'empêche que aujourd'hui nos amis chinois disent oui, mais nos terres rares, le problème, c'est que pour la transition énergétique, on n'a pas forcément toutes celles qu'il faut. Et il faut peut-être aller voir à l'étranger, peut-être qu'eux, ils peuvent avoir des trucs intéressants que nous, on n'a pas ou qu'on a en petite quantité, voire peut-être qu'on pourrait saloper chez eux pour arrêter de saloper chez nous. Ce qui était notre proposition et dont on vous a parlé tout à l'heure. Notre proposition occidentaux-européenne. Donc du coup, si la Chine a des terres rares, l'Arctique aussi. Et c'est ça le problème. Si vous êtes écologiste aujourd'hui, vous êtes dans un paradoxe. Parce que d'un côté, vous allez dire il faut la transition énergétique, pas de problème. Mais de l'autre côté, pour avoir la transition énergétique, à un moment ou à un autre, ce sera inévitable, il faudra aller saloper l'Arctique. Manque de bol, ils veulent protéger l'Arctique. Et ils ont raison. Donc comment on fait en sorte pour avoir la quadrature du cercle? Bonne chance. Et le problème, c'est que des ressources, quand je dis qu'il y en a, ce n'est pas juste un peu, il y en a beaucoup. Donc du coup, si on voit par exemple la Chine, numéro 1 mondial en tant que producteur, mais aussi en tant que réserve, on se parle d'à peu près un potentiel de 160 millions de tonnes en potentiel, ce qui est énorme, ce qui est inégalé dans le monde. Mais si on va voir les différents pays de l'Arctique et qu'on fait un cumul de tout leur potentiel les uns et les autres, on arrive à un chiffre de 127 millions de tonnes de terres rares potentielles. Toutes les terres rares comprises, c'est l'ensemble de la famille, c'est les 17 métaux.
Donc ça fait quand même beaucoup. Et même si ces chiffres-là, c'est la fourchette haute, parce qu'il se trouve que, comme pour le pétrole, comme Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, il y a des ressources prouvées, il y a des ressources prouvables, il y a des ressources qui sont estimées, bref, c'est un petit peu compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, le champ russe de l'OVO de zéro, on se parle d'à peu près 30 millions de tonnes, mais en fait, il n'y en a que 7 qui sont prouvées à ce stade. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ne l'empêche pas d'être déjà en exploitation. Et bien tout simplement, l'ensemble de la zone est bien couverte avec des bonnes ressources. Donc du coup, là, vous avez une petite carte qui vous montre toutes les mines potentielles, d'importance évidemment, de terres rares en Arctique. Certaines sont déjà en production, comme je le disais par rapport à l'OVO de zéro. Certaines vont entrer en production d'ici 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans. Bref, le marché est là. Et dans ce marché-là, certains acteurs tirent leur épingle du jeu. Donc je vous parlais des Chinois, je vais aussi vous parler des Russes. Avec le champ de Tom Tor, que Nicolas connaît bien et dont on parlait la semaine dernière, qui a ce site particulier, et je reviens à la question de l'acheminement, que si vous produisez en Arctique, ben vous n'allez peut-être pas raffiner en Arctique. Donc vous allez raffiner en dehors de l'Arctique, ici à Krasnokamensk. Nailed it. Et du coup, là, le sujet, ça va être de non seulement extraire, mais en plus de ça, acheminer la marchandise à travers ici la terre, puis ensuite la mer, puis ensuite un train, puis encore un autre train, jusqu'à Krasnomansk. C'est long, c'est compliqué. Mais ça marche, et en plus, c'est rentable. Donc parfait, allons-y. Nos amis norvégiens, eux, ils ont une autre vision des choses, et c'est peut-être un petit peu plus facile pour eux sur le papier, en tout cas d'un point de vue géographique. Eux, ils n'ont pas de ressources particulières d'un point de vue de leur territoire terrestre, mais par contre, dans leurs 2 petits territoires d'outre-mer, du Svalbard ici, et de Jan Mayen ici, qui est une petite île de rien du tout, qui est inhabitée, eh ben, il n'empêche que ça vous donne une zone économique exclusive qui est là, une autre qui est là, et dans laquelle vous avez pas mal de ressources. Donc tout ça pour vous dire qu'il se passe plein de choses. Et il y a des potentiels encore plus, il va falloir les exploiter, il va falloir les étudier, tout ça, bon, beaucoup de choses. Et ce n'est pas qu'une question d'extraction, c'est aussi une question d'acheminement, vous l'aurez compris. Il y en a qui tirent leur épingle du jeu, l'Islande par exemple, n'a pas de mine, mais ils se lancent dans le business de la transformation. Donc vous sortez le minéral du Groenland, vous l'emmenez en Islande, il est raffiné en Islande, puis il est renvoyé ailleurs. Logique de hub and spoke, classique, facile. Vous avez aussi de nouvelles solutions innovantes qui se développent, toujours sur l'acheminement, parce que c'est un peu sympa, là, j'ai envie de vous faire kiffer avec des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. La logique, là, ici, c'est vous êtes sur une mine, la mine de Strange Lake, déjà qui porte un nom de série Netflix, c'est pas mal. Et l'idée, c'est de comment on fait pour faire les 240 km entre la mine et la première ville du coin, à partir de laquelle il y a une route ou un rail qui va permettre d'exporter la ressource. Eh ben, je vais utiliser des ballons dirigeables. Voilà, ballon dirigeable, vieille technologie des années 40-50, eh ben, revient au goût du jour en Arctique avec des trucs top modernes, top moumoute. Et voilà, c'est ça l'idée. On met le matériel dedans, le minéral dedans, et on l'exploite. Et je vous parlais des Chinois tout à l'heure, les Chinois, ils disent, dans tout ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que toutes ces ressources-là, ça va me permettre d'avoir un appui stratégique dans une zone dans laquelle je n'ai pas de territoire et dans laquelle il y a un vrai intérêt international. Donc ils ont focalisé leur intérêt sur le champ de Kvanefjeld, Groenland, très grand champ de terres rares et d'uranium et de zinc, tout en même temps. Donc tant mieux pour eux. Et les Groenlandais de leur côté, eux, ils se disent super, ça fait de la maille pour devenir indépendant. Parce que les Groenlandais, eux, ils sont aujourd'hui dépendants du Danemark, ils sont un territoire d'outre-mer avec une autonomie assez importante, mais ils ont besoin d'argent pour devenir indépendants. Donc pour devenir indépendants, ils ont besoin d'à peu près 600 millions de dollars par an de nouvelles ressources financières. Et donc du coup, une mine comme celle de Kvanefjeld, ça peut leur apporter un sixième, entre un sixième et un quart de leurs besoins. Donc pourquoi pas? Et de l'autre côté, évidemment, les Chinois, ça les intéresse parce que influence géopolitique, terrain, infrastructure. Sauf que de l'autre côté, évidemment, les Américains, comme les Canadiens, comme les Danois, comme l'Union européenne, disent mais là, il y a un vrai problème. Les Groenlandais disent mais nous, c'est important pour nous de devenir indépendants. Donc on va y aller. Donc la Chine en Arctique, c'est important de le mentionner, c'est à la fois des opportunités, à la fois des menaces potentielles. Et tout ça, ça s'inscrit dans un schéma politique, stratégique, économique, qui est assez particulier parce que dans tout ça, les enjeux environnementaux rentrent en ligne de compte. Grand Nord, certes,
mais nous aussi dans le sud. On est plus nombreux, on a plus de besoins, mais on va avoir besoin de leurs ressources, et eux, ils sont prêts à nous les donner. Mais pas tous, il y a évidemment des contestations, hein, c'est pas facile. Donc quand nous, on voit ça, on se dit, c'est bien les voitures électriques, c'est bien la transition énergétique, mais il y a d'autres enjeux derrière. Très rapidement, il y a un élément sur lequel je voulais finir, la géographie comme ressource. Apporter une vision un peu abstraite de la géographie, ça fera du bien. L'Arctique, c'est une géographie particulière. On a parlé des ressources classiques, on va parler des bioressources. On peut parler des poissons, baleines, tout ce que vous voulez. Les bioressources sont assez importantes. Les poissons les plus septentrionaux sont sauvés. Il y a eu un accord en 2018 entre 10 pays, dont l'Union européenne, qu'on va considérer comme un pays par extension de langage, et je suis désolé, mais on va faire ça comme ça, pour que l'océan Arctique central soit le moins exploité possible. Bon, très bien. Les bioressources, c'est relativement évident. Mais la géographie comme ressource, c'est aussi utiliser la géographie comme une capacité de projection. Projection mentale, projection politique, projection identitaire, etc. etc. Donc aujourd'hui, moi je suis la Russie, je me dis, tiens, il y a des routes maritimes qui vont se développer par là, moi je veux me faire des ressources, eh ben, il faut que je développe toute une infrastructure de protection de ces enjeux-là. Et la demande est importante. Tout ça, ce sont des enjeux qu'on pourrait qualifier de géotechnopolitiques. Il y a la géographie, il y a la politique, il y a la technologie au milieu. Parce que c'est la technologie qui nous permet d'influencer notre géographie. C'est la technologie qui nous a permis de percer le canal de Panama. C'est la technologie qui nous permettra peut-être de percer le canal Thaï. Bon, ça c'est des trucs chinois, ça. Mais ce qui est important ici de comprendre en Arctique, c'est que là, c'est la géographie qui nous impacte. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que là, si on se dit qu'en Arctique, on va arriver sur des enjeux climato-stratégiques et pas juste géostratégiques, c'est parce que ce n'est pas la géographie que nous avons modifiée qui va permettre de changer les rapports de force stratégiques, c'est le changement du climat sur lequel on a finalement peu de prise aujourd'hui qui change le cadre stratégique dans lequel on est censé s'inscrire. Donc tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux importants et évidemment pour la Russie comme pour la Chine, comme pour les autres, l'idée c'est de devoir montrer les muscles. Quand je dis montrer les muscles, croyez-moi bien, je parle d'investissement, je ne parle pas forcément de militarisation. Et pour vous donner un ordre d'idée, en Arctique, même les ennemis peuvent devenir amis, puisque toutes ces ressources de l'Arctique et tous ces potentiels font que les Américains et les Russes, non seulement ils se parlent, mais ils arrivent à trouver des petits accords comme ça pour gérer par exemple le détroit de Bering qu'ils ont en commun, plutôt que de se taper dessus. Dans tout ça, il y a les Chinois. Regardez Sasak. Sasak, c'est très important pour nous. Sasak, c'est la plus grosse entité économique mondiale. 3 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires si on prend les 102 entreprises publiques qui sont rassemblées au sein de Sasak, qui en fait est l'autorité de gestion de ces entreprises publiques sous l'égide du gouvernement chinois. Donc typiquement, avec Sasak, tout est possible, c'est-à-dire que quand on se dit que l'Arctique, tout ça, ça peut se développer, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Il y a un certain nombre de gens qui se disent s'il faut faire du spatial, s'il faut faire des câbles sous-marins, peu importe les schémas, on va le faire. Parce que ça peut être intéressant. S'il faut qu'on fasse et qu'on invente de nouvelles approches des télécommunications, on va le faire. S'il faut qu'on aille chercher des ressources insoupçonnées, on va le faire. S'il faut qu'on aille développer le tourisme en Arctique, parce que ça intéresse nos populations, on va le faire. S'il faut qu'on aille voir les autochtones en leur disant « on vous respecte, mais on aimerait bien quand même vous exploiter », on va le faire. S'il faut qu'on aille développer la transition énergétique en Arctique, on va le faire. Et en plus, il y a de bonnes ressources. Hydroélectricité, géothermie, ça c'est encore un autre type de ressources. Ça nous permettrait de faire de l'hydrogène vert, par exemple, pour toute espèce d'application. Si on veut faire une grille électrique mondiale, c'est un projet qui est porté par les Chinois, avec Sasak, avec la puissance de Sasak et de l'ensemble de ces entreprises, on peut y arriver. Si j'allais en Antarctique, pour conclure. L'Antarctique, il y a des ressources. On ne sait pas trop exactement où elles sont. En tout cas, on voit à peu près où elles sont. Il y a des estimations larges qui sont faites, qui ont été faites dès les années 60-70. Elles ont donné lieu à un vaste intérêt dans les années 80 qui a débouché sur un régime CRAMRA, un régime de gestion des ressources minérales de l'Antarctique. Finalement,
ce régime a été rendu caduc par une forme de mobilisation internationale menée principalement par la France, avec Michel Rocard à l'époque, et Robert Hawke, l'Australie. Et ça a débouché sur le protocole de Madrid qui dit aujourd'hui que l'Antarctique est relativement protégé, en tout cas qu'on ne peut pas y exploiter de ressources minérales tant que le protocole est en route et tant que vous êtes signataire du protocole. Ce qui est important, et quand je vous parle de ressources insoupçonnées, c'est de se dire qu'il y a des ressources qu'on va aller chercher, comme par exemple les glaces et les icebergs. Typiquement, je suis l'Arabie Saoudite, je suis l'Iran, je suis certaines contrées désertiques d'Afrique, j'ai besoin d'eau. Si ça se trouve, je vais aller en chercher en Antarctique. Ça peut être en Arctique, mais pourquoi pas en Antarctique? Et vous me dites, ouais Miko, mais là tu délires, ça se passera jamais, machin. Non, non. Ce que vous voyez là, c'était une vieille vue d'artiste, vieille de 2011, mais ce projet de remorquer des icebergs tabulaires, c'est-à-dire des icebergs qui sont plats à leur sommet sur la partie émergée, pour amener de l'eau douce en Afrique ou dans le Moyen-Orient, eh ben, c'est un projet qui est en train de se réaliser actuellement entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud et qui devrait, a priori, être mis en route en 2020 si tout va bien, plutôt 2022 ou 2023 si on veut être un petit peu, avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Typiquement, l'idée, c'est on fait venir par bateau un grand iceberg qui va un petit peu fondre sur le trajet, mais quand il va être posé devant le port du Cap, qui est une ville en Afrique du Sud qui souffre de la chaleur et du manque d'eau de manière chronique, eh ben, on va pouvoir tout simplement aller découper la glace qui va être à quelques kilomètres du port pour pouvoir alimenter tel ou tel client. Ça peut être des municipalités, ça peut être des entreprises, des industries, ça peut être des résidences, ce que vous voulez. Donc tout ça, ça arrive. En Chine aujourd'hui, on a des bonbonnes d'air pur qui sont vendues dans les supermarchés, d'air de l'Arctique. Donc juste vous prenez l'air en Arctique comme ça, prenez l'air, mettez dans une bonbonne, vous compressez, vous les vendez en Chine, là où c'est très 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 pollué, comme vous le savez, à Pékin ou à Shanghai, avec des petits masques à gaz qui vont avec, c'est gratuit. Et tout simplement, ça permet aux élites chinoises de pouvoir respirer plus convenablement avec un air de l'Arctique à Shanghai ou à Pékin. Donc si vous ne me croyez pas, c'est pas grave, tout ça c'est documenté. Si vous voulez jouer aux petits chimistes ou aux petits mineurs en Arctique, il y a des Legos pour vous entraîner. En tout cas, mieux vaut faire ça et mieux vaut focaliser là-dessus que de lire des fake news sur Internet ou d'en produire vous-même. Merci beaucoup. Merci Miko Mered. Une petite minute pour une petite question et une petite réponse très courte. Bonjour. Au niveau des bases militaires justement en Arctique et en Antarctique, je ne sais pas si vous en avez vraiment parlé, mais ça se passe comment au niveau de la géopolitique et de tous ces enjeux-là, au niveau militaire justement? Il m'a dit une réponse très courte, vous ne m'aidez pas. Hein. Non mais oui, il y a une forme de remilitarisation, mais attention. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est tout simplement que les logiques de remilitarisation aujourd'hui en Arctique sont sans commune mesure avec les militarisations qu'on pouvait voir au moment de la guerre froide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la remilitarisation de l'Arctique est d'abord et avant tout une militarisation pour préserver les capacités d'exploitation de la zone avant de faire des projections qui pourraient être utiles à très long terme d'un point de vue géopolitique, stratégique, etc. On est d'abord sur quelque chose de relativement défensif, premièrement, et deuxièmement, qui est prêt à soutenir l'économie avant d'être d'abord dans une remilitarisation qui soit offensive et, comment on pourrait dire ça? Je ne trouverai pas le deuxième mot, c'est pas grave. À vous. Merci beaucoup, Miko Mered.